péninsule du Sinaï en état d'urgence depuis hier et ce pour 3 mois. Ainsi en ont décidé les autorités égyptiennes après l'attaque qui a fait 30 morts dans cette région. La France soutient le Mali dans sa lutte contre les djihadistes du Nord Mali. L'annonce a été faite vendredi par le ministre français de la Défense, Jean-Yves Le Drian. Les Botswanais ont voté hier pour les législatives. En attendant les résultats du dépouillement, les observateurs déclarent que le vote s'est bien déroulé. Nouveau rendez-vous de l'information sur SICA ce samedi. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. L'Égypte a décrété vendredi un état d'urgence de 3 mois sur une partie de la péninsule du Sinaï. Cette mesure a été prise quelques heures après que Kamikaze ait tué 30 soldats en précipitant sa voiture bourrée d'explosifs sur un barrage de l'armée situé dans la région. Il s'agit de l'attaque la plus meurtrière visant les forces de l'ordre depuis que l'armée a destitué en juillet 2013 le président islamiste Mohamed Morsi. Depuis plus d'1 an, l'Égypte est le théâtre d'attentats visant policiers et soldats, attentats revendiqués principalement par des groupes djihadistes qui disent agir en représailles à la sanglante répression que le nouveau pouvoir mène contre les partisans de Mohamed Morsi depuis sa destitution. Demain dimanche, les Tunisiens seront aux urnes pour les élections présidentielles. À 2 jours de ce scrutin, 6 personnes ont été tuées vendredi dans l'assaut par la police d'une maison près de Tunis où un groupe armé s'était retranché dans cette maison que la police tunisienne avait encerclée. L'assaut est intervenu alors que la Tunisie craint des attaques djihadistes et pour leur part, les Tunisiens de France ont voté déjà hier. Nous vous invitons à suivre ici les impressions après vote de quelques électeurs de Paris. J'ai pas l'impression que tout soit transparent. On a mis quand même une demi-heure à trouver mon nom quand je suis venue chercher mon passeport tunisien. Quand vous entrez, vous votez, certes, il n'y a pas d'isoloir. Ce sont de grandes boîtes en carton ouvertes. Donc j'étais un petit peu étonnée. Je ne sais pas s'il y a une intention dans tout ça, de vouloir biaiser ou faire que ces élections ne se passent pas bien. C'est vrai que c'est dans le processus électoral, c'est tout nouveau, tout jeune. Mais on a les moyens. En Tunisie, en France, on a les moyens. On prend du temps pour se déplacer et là, ils nous renvoient ailleurs. On ne peut pas. C'est pour décourager les élections, pour saboter les élections. La corruption, elle continue, c'est-à-dire les voix de tel, on les donne à tel, les voix de tel, on les donne à tel. Il y a des gens qui sont inscrits, ils ne retrouvent pas leur nom. Et je vois que c'est un peu, c'est malheureux quoi, pour la Tunisie. J'ai voté. Voilà, sans me fâcher, sans rien du tout. Et si on veut avancer pour notre pays, il faut être calme, il faut supporter les choses. On est qu'au début. Non, je ne suis pas connue, moi je suis une autre. Je ne suis pas connue, moi. En 2011, c'était la première fois, maintenant c'est la deuxième fois. Les gens s'habituent petit à petit et on va arriver un jour à être comme tout le monde. La Révolution française, elle a duré 100 ans. Alors, nous, notre révolution, elle vient de débuter. Donc, c'est pas facile de changer les choses comme ça en un clin d'œil. Après le vote, le dépouillement, l'opération a commencé juste après la fermeture des bureaux de vote au Botswana où les électeurs étaient aux urnes hier pour les législatives. Selon les observateurs, le scrutin s'est bien déroulé dans l'ensemble. Près de 824 000 Botswanais étaient appelés aux urnes vendredi pour les législatives. La plupart des bureaux de vote ont ouvert leurs portes à 6h30 locales pour les refermer à 19h GMT. 3 principaux partis étaient en lice pour le scrutin. Le Parti démocratique du Botswana, BDP, au pouvoir depuis 1966 est donné grand favori. Le Congrès du Botswana, BCP, et une coalition intitulée Parapluie pour le changement démocratique, UDC. Selon les observateurs, le scrutin s'est bien déroulé dans l'ensemble. Je crois que le processus se passe bien. On peut voir l'enthousiasme de notre peuple, on peut voir la loyauté, la confiance, la passion et l'engagement. Ils se sont engagés dans le changement de leur situation et ils se sont engagés dans l'idée de récupérer leur pays et de travailler avec moi pour changer et améliorer notre pays. Je vois dans ces élections quelque chose de très différent par rapport à celles du passé, car il y a vraiment une compétition. C'est difficile de dire qui va gagner. Il n'y a rien à faire sauf que d'attendre les résultats.
Les élections se sont passées sans problème. Il n'y a rien à redire. Il semble que la Commission électrotechnique internationale est très organisée. Les résultats du scrutin devraient être connus ce samedi. Le Parlement élira ensuite le chef de l'État conformément à la Constitution botswanaise. Le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, s'est rendu au Mali vendredi alors que la France a promis de renforcer ses troupes dans le nord du pays pour contrôler et pour contrer la menace d'une résurgence des groupes extrémistes. Je voudrais aussi vous dire que le gouvernement français a une détermination totale dans la mise en œuvre sans relâche de l'opération Barkhane et dans le combat contre le terrorisme. Et dans ce combat, nous avons besoin de la totale solidarité des uns et des autres, et singulièrement des Nations Unies et de l'Union européenne. C'est un effort collectif qui intègre la formation et la reconstruction de l'armée malienne, qui permettra d'atteindre la sécurité et la sérénité sur l'ensemble du territoire du Mali. Toujours au Mali, la fillette de 2 ans récemment revenue de Guinée et premier cas d'Ebola identifié au Mali est morte hier, a annoncé le gouvernement malien. Elle est malheureusement morte aujourd'hui et l'information a été confirmée par le gouverneur de la région de Kayes dans l'ouest du Mali où elle était hospitalisée, a indiqué hier une source au cabinet du Premier ministre malien. Malgré donc les efforts considérables déployés par les services de santé, l'enfant malade a finalement succombé. Le gouvernement conseille alors aux populations d'éviter les déplacements non nécessaires vers les zones d'épidémie et de respecter les mesures d'hygiène et de précaution en la matière. Pour sa part, l'OMS considère la situation au Mali comme une urgence et l'état de l'enfant pendant le trajet en autocar est particulièrement inquiétant car il a présenté de multiples occasions d'exposition impliquant un grand nombre de personnes. L'enquête préliminaire a identifié 43 contacts proches et non protégés, dont 10 personnels de santé qui sont également suivis en isolement. Au Bénin, on ne connaît pas encore la date des prochaines élections communales et locales, mais les femmes laissées ont décidé de s'approprier le code électoral. Pour y arriver, elles se sont tournées vers leurs sœurs qui ont gravi des échelons dans la société, à savoir des femmes ministres, députées, cadres à divers niveaux. Reportage. La gente féminine au Bénin. À elle seule, elle constitue 52% de la population béninoise. Un électorat de choix pour tout scrutin. Mais peu informé et peu outillé, son suffrage se traduit peu ou prou en actes. Pour le compte des prochaines joutes électorales, le réseau des femmes baromètres pour une autre gouvernance, le RIBAG, s'engage alors à changer la donne. Et ce, à travers l'organisation de cette journée de formation sur le code électoral à l'intention des femmes, toutes couches sociales confondues. C'est l'état de veille qui a véritablement commencé. C'est vrai que pendant longtemps, nous avons fait confiance à nos hommes, nous nous sommes laissés entraîner par eux, mais vu les résultats politiques de notre pays aujourd'hui, nous nous sommes dit que nous avions une responsabilité et qu'il faut que cette responsabilité-là, nous la prenions et que nous jouons réellement notre rôle dans la société béninoise. Pour les bénéficiaires, l'initiative vient à point nommé et peut bien impacter les échéances électorales en vue. C'est une très belle initiative qui nous permet de connaître les tenants et les aboutissants des élections qui se passent dans notre pays. On est informé et désormais si quelqu'un vient nous mentir, nous pouvons se lever pour leur dire non, qu'on en a assez. Ces femmes outillées se feront désormais les porte-voix du réseau dans leur famille, les lieux de travail et au sein de leur groupement associatif d'appartenance. Parallèlement, la mobilisation au rendez-vous pour exiger la tenue des élections législatives et présidentielles à bonne date, celles municipales et locales étant reportées sine die. Parlons à présent du virus Ebola. Un médecin vivant à New York qui a travaillé en Guinée avec l'ONG Médecins sans frontières a contracté le virus Ebola. Il devient ainsi le premier cas avéré enregistré à New York et le 9e cas soigné aux États-Unis. Il a été placé en isolement dans un hôpital de la ville. Les images. Un médecin récemment revenu d'Afrique et hospitalisé en urgence jeudi à New York a contracté le virus Ebola. Craig Spencer, puisque c'est de lui qu'il est question, avait été hospitalisé en urgence avec une forte fièvre et des douleurs abdominales. Il avait alors subi des examens pour déterminer s'il souffrait du virus Ebola.
Craig Spencer, 33 ans, s'est lui-même placé en isolement dès qu'il a ressenti une forte fièvre jeudi afin de limiter les contacts. Selon certaines sources, il était rentré depuis peu de Guinée, l'un des 3 pays d'Afrique les plus touchés par le virus. Il y travaillait pour Médecins sans frontières et y avait traité des malades souffrant du virus. Lorsqu'il avait été hospitalisé, il avait 39,4 degrés de fièvre, a-t-on appris de sources médicales. Mais les résultats des examens, il faut le préciser, sont préliminaires et devront encore être confirmés par les centres américains de contrôle et de prévention des maladies. Le malade est hospitalisé à Manhattan, à l'hôpital Bellevue, l'un des 5 établissements spécialement préparés pour gérer les éventuels cas d'Ebola à New York. Les autorités new-yorkaises ont également placé en quarantaine 3 personnes qui ont été en contact direct avec lui, sa fiancée et 2 de ses amis. Craig Spencer est le 9e cas d'Ebola soigné aux États-Unis. À l'exception du Libérien Thomas Duncan, diagnostiqué trop tard, toutes les personnes traitées sur le sol américain ont survécu au virus. La Cour interaméricaine des droits de l'homme a condamné la République dominicaine pour privation de liberté et expulsion sommaire de citoyens haïtiens et dominicains survenus entre 1999 et 2000. Un verdict que le gouvernement de ce pays avait qualifié de biaisé et inopportun. Mais tout récemment, le Parlement de la République dominicaine a adopté une nouvelle loi qui doit pouvoir mettre fin au problème de nationalité dont les immigrés et beaucoup plus des Haïtiens ont été toujours victimes. Plus de précisions à travers cet élément. Le Parlement de la République dominicaine a adopté une loi octroyant la nationalité locale aux descendants d'immigrés clandestins, majoritairement haïtiens, nés dans le pays et qui avaient été déchus de leur citoyenneté par milliers l'année dernière à la suite d'une décision de la Cour constitutionnelle. D'après une déclaration du président du Sénat, Reynaldo Paredes Pérez, les autorités civiles électorales vont reconnaître la citoyenneté des personnes nées de parents sans papier qui se trouvent dans cette situation. Cette loi présentée le 15 mai par le président Danilo Medina est désormais en attente de promulgation. Les personnes nées de parents sans papier et non inscrites au registre civil électoral devront recourir à un plan de régularisation mis en place par le gouvernement, précise enfin la nouvelle loi. L'approbation rapide de ce test vise à mettre fin à l'imbroglio créé par une décision prise le 26 septembre 2013 par la Cour constitutionnelle, stipulant que les enfants nés dans le pays de parents étrangers en transit ou illégaux ne bénéficiaient désormais plus de la nationalité dominicaine. Rétroactive à 1929, la décision avait jeté dans l'incertitude 200 000 personnes, dont une bonne partie de descendants d'Haïtiens, qui risquaient de se voir retirer leur nationalité, les privant du même coup d'accès au travail, aux universités